Alors, je voudrais inviter maintenant notre prochain conférencier, M. Robert Delorme, à venir vous présenter sa conférence Sauvons la maison du jardinier. Robert Delorme, retraité engagé depuis 2013 dans les activités de promotion du patrimoine dans la Petite Nation, aussi guide au château Montebello et lors d'activités festives dans le village. Auteur du livre Le Signory Club, l'étonnante saga d'une dynastie familiale à un richissime club privé. Membre de la Société historique Louis-Joseph Papineau, dont il a déjà été vice-président. Monsieur Delorme, je vous cède la parole. Bon, allons-y, il faut que je touche le bon bouton, les bons boutons. Vous me permettrez d'abord de vous dire que la Société historique Louis-Joseph Papineau est bien heureuse de participer enfin en vrai à ces rencontres du patrimoine. Félicite évidemment tous les partenaires pour cette fantastique organisation. Société historique Louis-Joseph Papineau qui fête son 45e anniversaire de fondation cette année, peut-être parmi l'une des plus vieilles de la région de l'Outaouais. Parlant de la Société historique, on va faire de l'exercice après le dîner. En levant la main, qui connaît la Société historique Louis-Joseph Papineau? Ah bon, je m'adresse à une foule qui connaît là. Ça, c'est beau. Ça me rassure, ça me rassure. Voilà. Alors, une fois que le sondage est fait, bien, pour débuter, peut-être mon petit avant-propos un petit peu philosophique. Notre histoire et le patrimoine qui l'habite constituent notre identité. Notre histoire s'écrit et continuera de s'écrire grâce à la contribution de professionnels, d'organismes en patrimoine, d'universitaires, d'historiens et parfois de municipalités, quelquefois, rarement, peu souvent. Les sociétés historiques sont présentes pour accompagner les instances municipales dans leur mandat de protection du patrimoine. Comme vous le voyez, le patrimoine, c'est un jardin qui doit être cultivé, entretenu et protégé. Attention, âme sensible, en juillet 2009, il y a 13 ans, un mandat est confié pour faire l'inventaire et la caractérisation du patrimoine bâti des MRC de la région. Oui, ça nous inclut ça ici. Citation, classement, déclaration, désignation, celles qu'on aime, celles qu'on dorlote. On souhaite y recenser les lieux et les bâtiments présentant une valeur architecturale significative, représentative de leur époque. Des constructions intéressantes, du pont jusqu'aux bâtiments religieux, en passant par les croix de chemin, les statues, les calvaires, les cimetières. Bon, voilà. Vous voyez des chiffres ici. Donc, le résultat pour le patrimoine en Outaouais, il était de 2425 éléments répertoriés, 75 ayant un vrai statut. Là. Officiellement, ils sont protégés. En 2021, c'est l'année passée, au Québec, il y avait plus de 16 000 éléments de toutes sortes qui étaient au répertoire patrimoine culturel. On retient vite des chiffres comme ça. Il y a beaucoup de choses dans le patrimoine. Hein? La chaudière est pleine. Mais vous savez quoi? Il y a un trou dans la chaudière. Le patrimoine au Québec, une course contre la montre, comme il est indiqué, 80 lieux et bâtiments ont été perdus au cours de 2021, l'année passée. 4 millions vont être distribués aux MRC, aux municipalités, afin qu'elles se dotent d'un inventaire, vous avez en entendu parler, un inventaire patrimonial de leur territoire, pour constituer une base de données, là, en Excel avec des colonnes puis tout ça, pour considérer les bâtiments à sauvegarder. Ça veut dire quoi, selon Mme Roy? Connaître, qualifier et protéger. On lui a dit qu'elle en oubliait un, utiliser. On entendait l'écomusée de ce matin, là, il faut utiliser notre patrimoine. Un de ces biens inscrits à ce patrimoine était et est toujours la fameuse maison du jardinier, un bijou d'architecture qui s'accroche à une riche histoire dans un passé en soubresaut. Voici donc son histoire. Situé dans un vaste ensemble ayant une trame historique importante, la maison du jardinier se trouve sur le site du centre de villégiature du château Montebello. Ça doit vous résonner quelque chose. Il est entouré de bâtiments aux fonctions distinctes et uniques, comme on peut le voir sur l'acétate, mais tous liés entre eux par une histoire commune. Cette maison, la loge du jardinier, comme on l'appelait à l'époque, est l'exemple parfait d'une composition architecturale unique, associée à une histoire riche tout au long de son existence, et ce, malgré les changements d'usage au cours des décennies. Elle n'est pas juste un décor, elle est dans le décor qui l'entoure. L'histoire de cette coquette maison débute bien avant l'arrivée du Seigneur. Et là, je pense que je viens de sauter une acétate. Non. Une section à l'est de ce vaste complexe touristique du château Montebello couvre l'ancien domaine Papineau. On le voit bien ici,
Le manoir, qu'on voit bien identifié, au bout de son fameux chemin d'accès qu'on appelle toujours l'allée seigneuriale, la chapelle funéraire familiale de Papineau, le joli pont enjambant qu'on appelle le ruisseau Papineau, au-dessus duquel tous les touristes des États-Unis viennent se faire photographier, et enfin la maison du jardinier, fidèlement positionnée au tout début de l'entrée. La maison du jardinier se situe en plein centre du village de Montebello, un emplacement judicieusement bien choisi par son premier propriétaire. L'histoire de cette coquette maison débute bien avant l'arrivée du Seigneur. En effet, au moment de sa construction en 1855, déjà un long chapitre de la vie de son propriétaire est écrit. C'est en 1852 que Louis-Joseph Papineau, le fameux seigneur de la Petite Nation, et Passion aussi, eut l'idée de construire une maisonnette dont il pourrait retirer des revenus de location, comme ses fonctions comme seigneur et son rôle l'invitait à le faire, développer, produire, enrichir et exploiter. Pour ce faire, il visait un terrain tout près, situé à la limite est du domaine, là où se trouve l'actuelle gare en Boiron. Petite parenthèse, il y avait une chicane avec un riche propriétaire anglophone. Il a perdu son terrain. Il a été obligé de situer son projet à un autre endroit. Il changea donc d'idée sur son projet et conclut de toute façon qu'il serait plus utile d'avoir une maison de barrière, parce que c'est une maison de barrière, à l'entrée de son domaine qui avait déjà une clôture destinée à contrôler l'accès au manoir. Vous savez quoi? La barrière, comme dans toutes les seigneuries au Québec, la barrière et la clôture, à l'origine, agissaient comme un code d'accès au lieu, qui voulait dire quoi? Je ne suis pas là, je suis occupé, ou revenez plus tard. Dans ce projet, le Seigneur a émis plusieurs critiques à l'égard des plans et des esquisses élaborés par son fameux fils qu'on voit ici à la barbe, brune, noire, oui. Mais au final, Amédée trouvait toujours le moyen de contourner les directives et les suggestions de son père. Avant et pendant la construction de cette chaumière gothique, le père et le fils ont eu de nombreuses divergences de point de vue sur la conception, la forme et même l'emplacement exact de cette maison et sa position par rapport à la rue. D'abord, Amédée s'inspire d'un célèbre jardinier, paysagiste et architecte américain du nom de, bon, vous lisez comme moi, Andrew Jackson Downing. Voilà un petit peu son style à l'américaine qui fait fureur dans les grands jardins autour de Washington. Voilà la chose qu'il faut voir. Cette fameuse maison, une architecture stylisée, un lambrequin finement découpé à la chute du toit, lucarne pignon, porche à mur plein, balcon à l'italienne au mur cintré d'une balustrade, console apparente supportant l'avant-toit, grille décorative dans chaque panneau de fenêtre, avec une élévation accentuée, les fenêtres chapeautées d'un bandeau d'archivolte retourné à cossette qui s'apparente au style Tudor. À l'origine, on y compte à l'étage 2 chambres et du rangement, et au rez-de-chaussée, un salon, un grand salon, une petite salle à manger attenant à la cuisine. 2 ouvriers sont les principaux menuisiers, un dénommé Aimond, A-I-M-O-N-D, et un dénommé Joseph Gauthier. Joseph Gauthier d'Andreville, pas de pouce. C'est un menuisier. Or, les fondations ont débuté en 1855 avec un petit solage de 21 pieds par 31 pieds de forme rectangulaire. On a constitué son toit de fabuleux panneaux de cèdre. Qu'est-ce qu'on a à dire? On a à dire que la fin des travaux, vous voyez, en juin 1955, on débute les travaux et en octobre, avec la confection de la cheminée, la pose des ornements et la mise en place des châssis vitrés, c'était terminé. Et on pouvait y faire installer les premières personnes dès novembre 1855. Pour votre bonne information, la photo date d'environ 1887-1889. La maison du jardinier, là, on y arrive dans le vif du sujet, occupe une position privilégiée à l'entrée du parc et au départ de l'allée seigneuriale qui mène le visiteur jusqu'au manoir 750 mètres plus haut. Je le jogue tous les jours. La localisation de la maison du jardinier, si près du portail, n'est pas l'effet du hasard. Non, non, non. L'une des tâches du jardinier, ou l'un des membres de sa famille, du jardinier, était certainement d'ouvrir et de fermer la barrière suivant les besoins. Au tout début, cette entrée était marquée par une simple barrière de bois. Les occupants s'y installent, comme je le dis, en novembre 1955. John Tange est engagé par le seigneur Louis-Joseph Papineau en avril 1855. Il va être le premier jardinier à occuper cette maison.
En mars 1864, une dizaine d'années plus tard, Louis-Joseph Papineau embauche un jardinier plus jeune et moins porté sur la bouteille que le précédent. M. Todd, de confession anglicane, qui donnera une grande satisfaction au Seigneur. Les jardins légumiers et les plates-bandes richement fleuries font la renommée du domaine à l'extérieur de la région. On vient même de Bytown pour venir contempler le jardin botanique de Montebello. On notera ici que cette loge a eu une occupation temporaire par des membres de la famille ou des descendants, entre autres Isilda Papineau en 1878, temporairement, et évidemment Philippe Bruno Papineau, l'arrière-petit-fils de Louis-Joseph Papineau. On peut voir ici le portail 1915, mais en réalité, ce portail-là date de 1883. Amédée, l'homme à la tête dure, procéda, parce que son papa est mort, procéda à l'érection de ce véritable portail de 4 piliers de métal, chapeauté par un petit toit pyramidal à 4 côtés. Une ouverture centrale, fermée par 2 panneaux mobiles de bois stylisés, permettait l'accès aux voitures, tandis qu'une petite clôture de chaque côté servait de porte piétonne. Comme disait Amédée dans un de ses livres de sa correspondance, « Chère maman, ce portail assure l'intimité de notre famille pendant mes longues absences. » Eh bien, on ne pourrait pas le contourner. Bon, peu importe, c'était son opinion. Jusqu'en 1930, la maison du jardinier n'a pas été l'objet de transformations bien importantes. Le dernier jardinier du domaine et gardien de la chapelle funéraire a été un dénommé villageois, M. Groslot. En 1929, un drame. Les descendants de la famille Papineau procèdent à la vente du domaine, étant donné le fardeau financier de son entretien. Le nouveau propriétaire des lieux, Lucerne in Québec, qui sera connu plus tard sous le nom de Saint-Jerry Club, apporte des modifications pour répondre aux exigences d'un complexe de villégiature appartenant à des intérêts privés, les Canadiens Pacifiques. Finalement, bien après 1930, lorsque le directeur de l'hôtel vint s'y établir, une nouvelle allonge fut construite et même agrandie plus tard. Cet ajout n'est malheureusement pas un mariage bien réussi avec le style original de la maison. On va le voir un peu plus tard avec nos désengréments. L'entrée principale du Club Select a été totalement transformée au goût de l'époque. C'est bien celle-là qu'on voit. Ben oui. Elle a été remplacée par un important portail ornemental de 2 piliers de pierre, chacun surmonté d'une sphère blanche. De chaque côté, un portillon muni d'une petite clôture permettait aux gardiens, et là, si vous avez une très bonne vue, parce qu'on peut les voir accroupis, surveillant les intrus, donc des gardiens postés en permanence contrôlaient le nombre de visiteurs sur le terrain du club privé du Saint-Jerry Club. Le portail actuel en conserve généralement les caractéristiques. Oui, je le sais, ça fait mal au cœur. Tout au long de l'occupation du lieu par le Saint-Jerry Club jusqu'en 1970 et ultérieurement par le Canadien Pacific Hotels, maintenant le Fairmont Château Montebello, la maison du jardinier a servi d'habitation aux différents gérants et directeurs généraux de l'établissement qui se sont succédés. Par la suite, l'immeuble n'abritait que ponctuellement des activités de courte durée, du genre petits musées, petits commerces touristiques, boutiques resto. 2022, l'immeuble est inoccupé depuis plusieurs décennies. Son architecture et sa structure se trouvent dans un état de délabrement qui compromet sa survie. Le bâtiment présente des anomalies qui empêchent même son utilisation partielle ou temporaire. Bravo! En 2014, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, la municipalité de Montebello décide d'autoriser et d'adopter un règlement de citation en vue de reconnaître et de préserver le caractère patrimonial de ce bâtiment. Malgré tout, il n'y a pas eu d'intervention pour assurer la préservation de la valeur patrimoniale de ce bien et pour la maintenir en bon état. Attention, œil sensible. Voici l'exemple de l'ajout de la fameuse annexe à l'époque de l'occupation par le directeur du premier hôtel. Cet ajout fut pour l'époque un besoin fonctionnel et l'aspect architectural n'était pas nécessairement pris en considération. On le voit bien à la vue de ces diapositives-là. Les Montebellois l'appellent la verrue. Toute la question est de savoir, et ça c'est vrai, on pose la question dans le domaine patrimonial, on a beau s'offusquer, mais toute la question est de savoir s'il faut la conserver ou lui donner une meilleure intégration parce qu'elle fait peut-être partie du patrimoine ayant été construit à une autre époque. Alors, on va y aller, on va y arriver.
Une firme spécialisée dans la conservation et la gestion du patrimoine culturel a exécuté en 2019, est-ce que j'ai passé? Non. A exécuté en 2019 des travaux d'analyse visant à établir son bilan de santé structurelle. L'évaluation permet de croire, petit espoir, qu'il est encore possible de sauver ce bâtiment. Une liste de priorités a même été élaborée, imaginez, pour guider le propriétaire ou tous ceux qui auraient une âme à vouloir revoir ce patrimoine. Les fondations sont excellentes et sont bien entretenues. L'état général extérieur est en relative bonne condition, sauf pour la fameuse maçonnerie. Le toit est encore utile, une durée de vie de 10 ans, à ce qu'on dit. La structure du poste de garde qu'on a vu tantôt, où étaient les gardiens, et le muret, par contre, sont en très mauvais état et nécessiteraient des réparations importantes. Un petit coup d'œil à l'intérieur, visite guidée gratuite. Finition intérieure, excellente si entretenue. Fenêtres et portes, conditions passables, mais ça requiert un entretien. Les planchers, même si un peu gondolés, passables. L'étage principal, malheureusement, nécessite des réparations majeures pour être habitable. Enfin, l'équipement mécanique et électrique doit être mis à jour pour assurer la sécurité du bâtiment. Je l'aime bien, celle-là. Un fondu sur fondu. Et voilà. Avant, après, on aime bien ça, hein? Bien que cette analyse ait été exécutée en 2019, déjà à ce moment, il était possible d'envisager une remise en état et une conservation de ces éléments distinctifs. Des investissements sont évidemment nécessaires pour combler les besoins en entretien au cours des 5 prochaines années. À cet effet, un plan de gestion et d'intervention a même été produit à titre de scénario potentiel pour la suite des choses. 2 minutes encore. Donc, il est encore possible de sauver le bâtiment. Mais comme dit l'adage, il est minuit moins une. La Société historique Louis-Joseph Papineau est inquiète du sort de la maison du jardinier. La MRC de Papineau est sensible à ce dossier. La municipalité de Montebello est troublée de constater l'inaction du propriétaire. Les citoyens sont tristes de constater la détérioration de ce rappel du passé. Et finalement, le propriétaire ne donne pas de signe de ses intentions à venir pour la suite des choses. Bon, soyons optimistes, des rencontres sont à prévoir entre la municipalité de Montebello, le gestionnaire du complexe touristique et le propriétaire actuel en vue de déterminer, analyser, voire estimer la meilleure stratégie permettant de faire revivre ce bijou architectural et d'en assurer la pérennité. Pour y arriver, évidemment, cela relève des intervenants décidés à faire évoluer ce dossier vers sa conservation et qui pourront s'appuyer sur quoi? Outre la bonne volonté et l'intérêt, des dispositions d'une nouvelle réglementation sur le patrimoine 2021, ainsi qu'un règlement de citation qui confirme son statut de bien protégé. Bref, sauvons la maison du jardinier afin de ne pas ajouter ce joyau patrimonial, architectural et historique à la longue liste d'une histoire perdue. Je vous remercie. Merci, merci. Alors, j'inviterai les participantes à venir au micro s'ils ont ou elles ont des questions pour M. Delorme. Ils ont tout compris. Oui. Non, je ne citerai pas de nom. Non, mais par contre, j'aimerais bien savoir, dans les 20, 30, 40 dernières années, qu'est-ce que c'est la réponse du propriétaire est-ce qu'ils invoquent quoi? Parce que c'est quand même Fairmont. Oui, il y a une réponse. Je vais y aller de façon la plus sensible, la plus généreuse, et la plus compréhensive et la plus bienveillante. On n'a pas d'argent pour cette chose-là. Bon, évidemment, il y a eu 3 propriétaires successifs. Là, les années 70, c'est le Canadien Pacifique, s'en débarrasse. C'est Homer, que vous connaissez bien en Ontario. Là, je ne me souviens plus de l'acronyme, le fonds de pension des fonctionnaires, des professeurs. Et enfin, cette fameuse entreprise chinoise, Evergrande, qui en a pris l'acquisition au cours des 8-9 dernières années. Évidemment, ils ont pris cet endroit-là, puis les investissements, ils les ont faits du côté industriel, commercial et touristique. Alors, bon, voilà, la réponse, c'est qu'on n'avait pas de réponse au cours jusqu'à tout récemment, madame. Et maintenant, il y a quelque chose qui se passe, il y a une certaine effervescence, un changement peut-être au sein du conseil municipal, au sein de la mairie, une sensibilisation plus grande du gestionnaire du
et propriétaire, qui est le Château Montebello, évidemment, va peut-être faire avancer un petit peu les choses. On parle d'avril, que la roue va se mettre à tourner, on va compléter l'évaluation en fait, et puis on verra avec la MRC où sont les programmes de financement qui pourraient finalement faire sourire le propriétaire et dire, ben, écoutez, je vais m'embarquer un peu, là, parce qu'on ne parle pas de millions de dollars, madame. Je voudrais vous donner un chiffre, mais peut-être qu'il date de 2019, mais si je vous disais que pour 35 000 $ par année, on est capable de juste consolider ça là, pour les 5 prochaines années, puis se retrouver dans 5 ans avec un bâtiment là, qui a fière allure. Mais il ne devrait pas juste avoir fière allure. Il ne devrait pas avoir juste fière allure. Il devrait avoir une utilisation pour lui donner une âme. Ce n'est pas tout avoir un décor de Radio-Canada à Montebello. Il faut qu'il y ait une âme pour que les gens puissent apprécier ce que c'est. Prochaine question. Bonjour, je trouve évidemment ce bâtiment à conserver. Michel Guittard, mon nom. C'est deux choses. Est-ce que vous avez des menuisiers qui seraient capables de restaurer tout le décor et tout le bois? Parce que je pense que… Sans aucun doute, madame. La firme ça. d'experts, d'ailleurs, Oui. dans son mémoire qu'elle a déposé en 2019 et qui devrait être complété en avril, possède l'expertise pour pouvoir être associé d'ouvriers, de compétences professionnelles dans la restauration de ce type de bâtiment-là. Ce n'est pas ça qui manque au Québec, d'ailleurs. Ben pour certaines choses, oui, il manque des professionnels de savoir ancien. En tout cas, c'est ma constatation. D'autre part, c'est le côté plus de l'histoire du bâtiment qui m'intéresse. C'est est-ce que pour avoir lu la correspondance de Papineau, je sais à quel point il était intéressé par la culture des jardins, comme ça a été la mode à plusieurs endroits au Québec, je pense à Lotbinière, etc. Donc, de créer un environnement de jardin avec des nouvelles cultures, etc. Fait que quand on parle de maison du jardinier comme ça, dans les possibilités d'utilisation, il y aurait peut-être une possibilité de mettre l'emphase sur cette culture du milieu du 19e siècle dans l'élaboration de jardins avec des nouvelles cultures, des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes, etc. J'écris, j'en prends bonne note, madame. Toute idée est bonne pour donner de la vie et une âme à ça. Sachez que, par exemple, Parc Canada, qui gère le manoir en haut, est dans cette démarche-là depuis 2 ans, d'utiliser les plantes indigènes dans un jardin qu'on peut maintenant visiter. C'est lié. Le lien est là. Comprenez bien tous là, ici qu'on a un ensemble patrimonial important. Le manoir, la chapelle, la maison du jardinier et même l'ensemble du château Montebello pour lequel le site a été cité patrimonial en ce qui concerne l'enveloppe extérieure des bâtiments. Donc, on a un complexe là, assez important là, ici qu'il faut protéger. Et qui peut être intégré dans l'intérêt de la conservation durable dans le cadre d'une municipalité. Mais en tout cas. À suivre et croisons-nous les doigts. C'est ça. Exproprié-là pour la ville. Merci. On va prendre une toute dernière question de nos participantes en ligne. Oui, c'était un commentaire de Marie-France Bertrand qui dit « Nous ne baisserons pas les bras ». Bonjour, Mme Bertrand. Donc, nous ne baisserons pas les bras. C'est son message. Ah, bravo. Merci beaucoup.